Donc, je vous remercie d'être présent à ce débat politique. Avant de vous présenter donc, les différents intervenants, je vous prie d'excuser donc Jean-Christophe Lagarde qui nous a informé qu'il ne pouvait pas venir car il y a une voiture folle qui a renversé un certain nombre de personnes à Drancy dans la foule et donc malheureusement il s'excuse de ne pas être avec nous. Donc je vais présenter nos intervenants. Donc Karine Berger tout d'abord. Vous êtes donc députée des Hautes-Alpes depuis 2012, membre de la commission des finances et vous êtes l'auteur d'un livre sorti en août 2016 qui s'appelle La culture sans État. Renaud Dutreil, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, vous avez été parlementaire, ancien député de l'Aisne, et vous avez écrit plusieurs livres, dont un, La République des âmes mortes et réflexions sur la France, c'est Le coq sur la paille. Yannick Jadot, vous êtes député européen, vous avez brillamment remporté la primaire écologiste, candidat donc à l'élection présidentielle. Vous avez écrit un livre, Climat, la guerre de l'ombre et Entrons en dissidence. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon. Axel Daucher, donc ancien dirigeant de Deezer, la plateforme de téléchargement musical, de streaming, ancien président de Publicis France. Vous avez créé une plateforme qu'on appelle une plateforme de civic tech qui s'appelle make.org, qui est une plateforme de participation démocratique. Voilà, donc la politique autrement, je vais finalement passer la parole directement aux uns et aux autres. Et excusez-moi, Gilles Taïeb, que j'ai oublié. Pourtant, mais c'est-à-dire que comme tout le monde le connaît, évidemment, j'en ai moi-même oublié de le présenter. Donc Gilles Taïeb, qui est vice-président du CRIF, entre autres. Donc, écoutez, on va commencer donc cette table ronde. La politique autrement, qu'est-ce que ça vous inspire ? En 2 minutes chacun, Karine. D'abord, ça m'inspire le fait qu'aujourd'hui, on vit une crise démocratique qui se traduit très clairement dans ce qui se passe dans le monde. En ce moment même, les Italiens sont en train de voter. La question qui leur est posée, c'est est-ce que vous voulez moins de parlementaires, plus de simplification, moins d'administration, moins de communes ? Et à cette question, où la réponse semblait être évidemment oui, ils vont probablement répondre non, avec un mouvement populiste assez fort. Il y a quelques semaines, a été élu aux élections américaines un candidat vraiment construit sur des thèmes populistes. Dire que Donald Trump, c'est pas que une rupture avec les partis traditionnels américains, c'est vraiment un langage populiste où on parle de murs, on parle de boucs émissaires, etc. Et puis bien évidemment, plus récemment, il y a eu le Brexit avec une situation où au fond, le rejet littéralement de tout le système politique britannique depuis l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne a été soutenu par une majorité de personnes. Donc on a un problème démocratique. On a un problème démocratique qui, en France, se traduit par une vraie crise du sentiment de représentation. Je pense, pour ma part, qu'il faut absolument résoudre cette problématique de lien et de représentativité, mais que dans le même temps, la démocratie représentative, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que j'ai l'habitude de dire que nous, les élus, on joue le rôle de paratonnerre. La représentation, la démocratie représentative, c'est ce qui fait que la violence va aller sur ceux qui sont élus et qui la captent comme des paratonnerres, et que cette violence ne reste pas dans la société et ne se disperse pas dans les rues et entre les gens de manière individuelle. Donc le mécanisme de démocratie représentative est absolument indispensable pour canaliser la violence de la société et organiser un débat démocratique et pas des conflits violents et sociaux. Mais ce lien-là doit être repensé. Donc effectivement, il faut arriver à trouver une façon de faire de la politique autrement. Renaud ? Merci. Donc moi, je représente ici Emmanuel Macron qui m'a chargé de vous adresser ses amitiés. Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Je crois que nous avons un énorme problème en France. Nous avons une classe politique qui est excellente quand il s'agit de conquérir le pouvoir et qui est nulle quand il s'agit d'exercer le pouvoir. C'est 0 avant les élections et c'est 0 après les élections. Et c'est ça le problème que nous devons régler. Il y a beaucoup, évidemment, d'explications à ça. Mais la principale des choses, c'est que
nos dirigeants politiques sont devenus des professionnels de la politique. C'est la 4e fonction publique, à côté de la fonction publique territoriale, hospitalière, la fonction publique de l'État. Vous avez la fonction publique démocratique. Ce sont des gens, ils sortent de leurs études, ils font de la politique et ils prennent leur retraite très tard, toujours en faisant de la politique. Ils n'ont fait que ça. Les gens qui sont dans la vraie vie, je dirais, et qui exercent des responsabilités, qui exercent le pouvoir, savent que la vraie difficulté, c'est ça. Ce n'est pas de conquérir le pouvoir, c'est de l'exercer. Et donc, En Marche, c'est un mouvement qui pense à l'exercice du pouvoir, qui essaye de rassembler des hommes et des femmes de droite et de gauche et du centre, qui sont capables de comprendre qu'ensemble, en se réunissant, en bâtissant des coalitions, on peut changer les choses, on peut réformer les vieux systèmes français. Et c'est ça l'originalité de ce mouvement qui m'a attiré, moi qui suis un homme de droite, qui était ministre dans des gouvernements de droite, qui était président de l'UMP à sa naissance, et qui donc suis issu du vieux système. Ce vieux système, je pense qu'il est mort, et qu'il faut donc bâtir autre chose. C'est ce qu'avec Emmanuel Macron, nous tentons de faire. Belle repentance. Yannick Jadot, après nous conclurons par ce tour de table, premier tour de table par Axel. Bonsoir, merci de cette invitation. Karine, tu oubliais une autre élection qui a lieu aussi aujourd'hui en Autriche, d'un président où potentiellement quelqu'un qui n'a jamais caché ses sympathies pour l'Autriche nazie peut être président en Autriche. Donc on est effectivement dans ce moment de basculement assez imprévisible et profondément inquiétant. Je crois que faire de la politique autrement, déjà, c'est éviter de construire des illusions et regarder la réalité en face. On a d'un côté, dans le système politique, tel qu'on l'a vu aux États-Unis, tel qu'on voit ailleurs, deux utopies. La première utopie, qui était par exemple incarnée par Clinton, c'était l'utopie d'une globalisation heureuse, qui, par nier l'opacité des processus de décision, nie la dilution des responsabilités et l'extraordinaire concentration des richesses, explosion des inégalités, dégradation de l'environnement. Ça, c'est la première utopie. La deuxième utopie, c'était Trump. C'est l'utopie du retour en arrière, l'utopie d'une Amérique de nouveau hégémonique à l'échelle internationale et l'utopie d'une société qui ne serait pas multiculturelle, plurielle, cosmopolite. Donc la question, c'est comment on renouvelle le prisme politique, la façon de faire de la politique en se confrontant à la réalité. Parce que si on ne s'y confronte pas, évidemment, on ne commence pas à résoudre les problèmes. Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. S'assurer que le débat sur la justice sociale contre les inégalités sociales est toujours le débat qui prime sur le débat identitaire. La folie de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est que finalement, on est dans un débat où il y a une négation de la pluralité comme si c'était le danger en matière d'égalité, de justice sociale. C'est évidemment l'inverse. C'est parce qu'on arrivera à lutter pour la justice sociale, contre les inégalités, qu'on arrivera à retrouver le goût aussi à la société plurielle. La deuxième chose, c'est toujours faire primer la citoyenneté sur la nationalité. Il faut, on voit ces derniers jours, y compris sur la scène française, elle a donné ce paysage, a donné la caricature de la fin du cycle de la Ve République. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, il est clairement indiqué une génération ne peut pas imposer aux générations suivantes ses lois. Nous avons besoin de renouveler la démocratie. C'est un régime parlementaire à la proportionnelle et c'est évidemment les votations citoyennes, tout ce qu'on peut trouver pour remettre le citoyen au cœur de la cité. Et puis le dernier point, c'est évidemment de remplacer la globalisation par la planète. Cette globalisation infinie, sans limite, nie que si nous ne luttons pas contre le dérèglement climatique, contre l'extinction des espèces, contre l'épuisement des ressources, contre l'explosion des maladies chroniques liées aux pollutions, évidemment l'avenir sera sombre. Et qu'on a un besoin impératif de remettre au fond, s'il devait y avoir une frontière aujourd'hui, ce serait la frontière de la planète, pour éviter effectivement la catastrophe qui arrive. Donc si on veut renouveler la politique, c'est arrêter de renoncer à lutter pour la justice sociale, contre les discriminations et évidemment pour la protection de la planète. Merci Axel.
Bonsoir. Alors moi, je suis un peu plus pessimiste que tout le monde réuni, donc heureusement, j'ai des bonnes nouvelles. Moi, je pense que le problème qu'on sous-estime plus que tout, qui était un petit peu évoqué, c'est l'impuissance politique. Le problème, c'est que cette impuissance politique, elle ne dépend pas des élus, elle ne dépend pas du personnel seulement, elle est structurelle. Aujourd'hui, on est face à un corporatisme, un individualisme qui a pris tellement d'ampleur à un moment donné où les États sont tous dépendants les uns des autres, où l'économie et le politique sont complètement entremêlés, qu'on peut avoir tous les discours qu'on veut. La réalité, c'est que la France est bloquée. La France est bloquée et qu'au-delà d'être bloquée, elle n'est plus en mesure de maîtriser sa destinée. Mais le vrai problème, c'est même pas qu'elle décroche. Le vrai problème, c'est qu'on assiste depuis 20 ans à une décitoyennisation de l'espace public. On se retrouve avec une population qui a un parti prenant avec la société de plus en plus petit, qui se réduit comme une peau de chagrin. Et depuis 20 ans, est-ce qu'il y a eu un seul moment où on a perçu un début de reconstruction du socle commun? Non. On est les témoins, comme des petits lapins dans les phares de la voiture, on est témoins de ce délitement du socle commun et en conséquence de l'éclatement de la société. Et alors, je ne suis pas une Cassandre, mais où ça nous mène tout ça? Ça nous mène potentiellement à un véritable éclatement de la société. Un éclatement de la société, une sorte de balkanisation de la société avec tous ces conflits. Ça peut nous mener à l'inverse à un regain totalitaire extrêmement fort. Les deux sont aussi catastrophiques. Donc aujourd'hui, le sujet principal, ce n'est pas simplement que les partis soient morts, c'est que la démocratie représentative telle qu'on la connaît, elle est en danger. Et je pense que c'est ça le sujet. Donc, ce que je crois en revanche, c'est qu'il y a quelques conventions à disrupter. La première, c'est que les citoyens doivent comprendre que s'ils partagent cette vision-là, voter ne suffit plus. C'est très bien de voter, il faut voter. Mais croire que le vote de quelqu'un qui va mettre en place des lois qui vont se mettre en décret à travers tous les consensus nécessaires pour ensuite changer la société, que ça soit à la hauteur, au bon braquet de la violence de ce qui est en train de se passer, c'est un leurre coupable. La deuxième chose, c'est que la politique ne suffit plus. Si aujourd'hui on veut vraiment engager des transformations lourdes, il faut que ça soit la totalité de la société qui s'y mette. C'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les citoyens, mais c'est aussi les entreprises, les associations, les institutions. Donc tout le projet de Make Work, dont on pourrait peut-être parler tout à l'heure, c'est un projet qui consiste à réengager massivement les citoyens. Là, j'ai réussi à convaincre la plupart des grands médias nationaux, des institutions comme Sciences Po, de lancer des consultations majeures de façon à impliquer plus d'1 million de citoyens par mois et de transformer les propositions des citoyens en forces de transformation qui ne sont pas des forces de transformation exclusivement politiques, mais des forces de transformation qui vont mettre ensemble 5 000, 10 000 citoyens avec une institution, avec une entreprise, avec des associations, avec des élus, parce que c'est à ce prix-là qu'on réussira enfin à réenclencher le pouvoir politique. Et à travers ce pouvoir politique réenclenché, on peut réespérer quelque chose qui est ce sentiment de démocratie permanente dont parle Rosan Vallon, c'est-à-dire la capacité que chacun, par sa petite action, va avoir un petit effet sur ce qui se passe autour. Et c'est le prix à payer pour qu'on reconstruise l'intérêt général, et derrière l'intérêt général, le regrandissement du socle commun. Merci. Je vais vous redonner chacun d'entre vous la parole, puisque tu parlais de Sciences Po. Chaque année, le CEVIPOF, donc le Centre d'études de la vie politique française, réalise un certain nombre d'enquêtes sur finalement le sentiment qu'ont les Français vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Évidemment, le fossé se creuse de plus en plus. On est à quasiment 87% de défiance. Et lorsqu'on regarde plus attentivement le détail de ce sondage, les Français disent que 58% des sondés se disent confiants envers les institutions locales, municipales, départementales, voire régionales. Seuls 37% ont confiance dans la structure nationale. Est-ce que finalement, vous qui avez, à part toi Axel, mais qui avez été des élus de terrain, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la question de l'utilité quotidienne de l'élu est posée et au final, la question même de la représentativité des élus nationaux avec ce manque de transparence, de compréhension de ce qu'ils font réellement?
Non, je pense que le sujet est mal posé. Alors moi, je n'avais pas compris que c'était des mini-meetings politiques auxquels on était invités. Donc, comme Renaud Dutreil a évoqué Emmanuel Macron avec des trémolos dans la voix, je vais prendre un exemple d'Emmanuel Macron parce que c'est assez intéressant en fait. C'est un ministre qui a été nommé, qui n'a jamais été élu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un citoyen qui a mis un bulletin avec son nom dans une urne, qui était ministre d'une majorité à l'Assemblée nationale et dont la loi a dû être passé de force, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour sa propre loi. Et bien là, on est en face d'un blocage démocratique comme jamais j'ai vu. Arriver, alors qu'on a un gouvernement avec soi, une majorité avec soi, de passer en force parce qu'on n'est tellement pas convaincant vis-à-vis ni de la gauche, ni de la droite, ni du centre, ni de l'extrême droite, qu'on doit passer en force, on a un vrai problème de représentativité. C'est ça le vrai sujet. Il ne faut jamais oublier que en démocratie, un citoyen égale une voix. Et que la majorité à dégager, elle est indispensable. Parce que si on commence à sortir de l'idée qu'il faut une majorité, qu'au fond, une forte minorité suffit à imposer sa loi, ben ça signifie tout simplement que nous ne sommes plus égaux devant le bulletin de vote. C'est ça la problématique aujourd'hui. Mais Karine, les multiples réformes qui ont pu avoir lieu sur les retraites, la protection sociale, ont toutes été à un moment réduites dans leur ampleur par la rue, par les blocages, par le corporatisme de certains syndicats. Et donc, au final, je suis d'accord, problème de représentativité, mais finalement, diriger, c'est décider. À un moment, ne faut-il pas, avec autorité, imposer pour qu'on s'en sorte ? Ça ne s'appelle plus la démocratie. C'est un autre régime, hein, mais ça ne s'appelle plus la démocratie. La démocratie, c'est un citoyen, une voix. Et à partir de là, à partir simplement de cette égalité absolue devant le vote et devant la représentativité, on prend des décisions en commun. Et tous ceux qui, à partir d'une majorité parlementaire, je rappelle juste quand même que quand on a été élu en 2012, on avait une majorité absolue, n'ont pas réussi, à partir d'une majorité absolue parlementaire, à faire passer les réformes qu'ils voulaient, démontrent d'une certaine façon qu'ils ne croient plus au mécanisme démocratique. Donc oui, moi je crois fortement au fait que la démocratie représentative signifie encore quelque chose de très simple, c'est que l'on vote vert, que l'on vote extrême droite, que l'on vote libéral, que l'on vote... eh bien en fait, on donne sa position, on se compte, et si on est majoritaire, eh ben, c'est sa vision qu'on doit amener. Ça ne signifie pas que la discussion et la négociation ne sont pas possibles, évidemment. Ça signifie simplement que si on inverse la logique, alors là, on n'a plus de repères. Alors rapidement, Renaud, en réponse, et Yannick. Oui, pour répondre à ta question sur la différence entre le local et le national, qui renvoie d'ailleurs un peu à ce que Axel est en train de construire sur la toile. Moi, j'ai pendant des années été un élu local et je me suis aperçu que dans ces conseils, dans ces communautés, il y a une recherche de compromis. Il y a la recherche d'une décision qui serait partagée par le plus grand nombre. On oublie un peu les étiquettes du démarrage. Et cette capacité à rechercher le compromis, à rechercher la décision qui va nous rassembler au sein d'un conseil municipal ou d'intercommunalité, on ne la retrouve pas au niveau national. C'est ça qui est absurde. Alors il y a des pays qui y arrivent. Vous avez des démocraties qui sont bâties sur l'esprit de coalition. Et elles arrivent à rassembler la gauche, la droite pour trouver des voies vers la réforme. En France, on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Parce qu'il y a un mur de Berlin, il y a un rideau de fer entre la gauche et la droite. Il faut avoir un passeport de gauche ou un passeport de droite. Si vous n'avez pas le passeport, vous ne rentrez pas. Et moi, je veux casser ce mur de Berlin. Je pense que c'est absurde. Il y a des gens bien partout, il y a des gens bien à gauche, au centre, à droite. Il faut rassembler les gens de progrès et qui puissent bâtir ensemble des solutions. Pour terminer, je crois que vous êtes député, donc vous devriez savoir que le 49.3, ce n'est pas le ministre qui le décide, c'est le Premier ministre. Donc, c'est une petite leçon peut-être, mais vous devriez le savoir. Bien. Alors, après cette interpellation un peu vive, Yannick, pouvez-vous faire descendre un peu la température ? Je ne sais pas. C'est bien la température. Je serais d'accord avec Karine sur ce qu'est la démocratie représentative et l'importance de la démocratie. À une réserve près, pas sur une personne, une voix. C'est que le système majoritaire de la Ve République tue
la logique démocratique. Puisque finalement, le président de la République, quand il est élu avec 51%, le lendemain de son élection, ou même 10 minutes après son élection, il a perdu 15 à 20% de ceux qui ont voté pour lui, parce que les 15 à 20% de ceux qui ont voté pour lui ont d'abord voté contre l'autre candidat. Et que l'absence de proportionnel à l'Assemblée nationale fait qu'un parti peut effectivement avoir la majorité absolue sans être majoritaire dans le pays. Ce qui est fort dans les démocraties en Allemagne ou dans les démocraties du Nord, et d'ailleurs la plupart des démocraties européennes, c'est que les coalitions qui gouvernent sont majoritaires dans le pays. Elles ne sont pas simplement majoritaires à l'Assemblée. Et quand on sait l'importance des transformations engagées sur la fiscalité, sur l'école, sur l'écologie, sur tant de choses, si on n'est pas majoritaire dans le pays, de fait, on a peu de chances d'arriver à transformer et à mener des grandes transformations. Sur la question locale nationale, vous auriez pu dire que plus on s'éloigne, de toute façon, plus il y a de la défiance. Après, vous avez vu aux États-Unis, au fond, ils ont voté contre Washington. En France, beaucoup jouent à voter contre Bruxelles. Il y a cette structuration du bouc émissaire liée à l'éloignement. Mais ce que ça relève, c'est le besoin, pour nous, responsables politiques, de répondre aux besoins d'appartenance. Nous avons tous besoin d'appartenir à une communauté. Nous avons tous besoin d'appartenir à un territoire. Nous avons tous besoin d'avoir des liens sur nos territoires. Et ce que pose la question de la globalisation, c'est une forme de déterritorialisation des citoyens. Et si on n'arrive pas, par les politiques qu'on mène, à reconstruire de la citoyenneté à l'échelle locale, et c'est ce que font beaucoup de maires d'ailleurs, le plus souvent sur des questions écolo, sur des questions d'aménagement du territoire, sur les questions de cantine, bref, ils redonnent le pouvoir aux citoyens à l'échelle locale parce que les citoyens se sentent aujourd'hui expropriés de leur vie et de leur souveraineté. Donc la question de la reconquête des territoires autour de communautés locales, mais qui sont des communautés ouvertes, qui doivent, au fond, contester le modèle proposé par l'extrême droite, qui sont des communautés fermées, qui disent on se ressemble, on s'assemble et on fait un truc super ensemble, on déteste tous les autres. Non. Ce qu'il faut arriver à reconstruire à l'échelle locale, c'est véritablement des communautés sur... ça peut être le football, ça peut être le conseil d'école, le conseil des quartiers, la question de l'alimentation, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut redonner du pouvoir à l'échelle locale pour reprendre pied, au sens fort du terme, y compris le pied sur la terre, pour reprendre pied dans une réalité qu'on arrive à peu près à maîtriser, parce que le sentiment profond de perte totale de repères, l'idée qu'il y a on partage plus un projet collectif, que c'est le sauf qui peut généraliser, à mon avis, ça veut dire un grand projet à l'échelle nationale, un grand projet de communauté nationale, de projection vers l'avenir et vers le monde, mais ça veut dire de réancrer les citoyens par de la décision publique aussi, par de l'action citoyenne sur leur territoire. Merci Axel. Le référendum local sur des questions locales vous paraît une bonne façon de réinvestir le terrain? Est-ce que le référendum d'initiative populaire sur des questions d'ordre national vous paraît aussi de nature à pouvoir redonner un peu le sentiment d'y croire? Et par ailleurs, est-ce que finalement le populisme ne peut-il pas se nourrir de cet excès de démocratie directe à terme? Alors, évidemment que le référendum d'initiative populaire est une bonne chose, avec tous ses travers, selon la question qu'on pose, ça va tout changer, ça va être utilisé dans tous les sens. Je pense que c'est une réponse un peu standard à un problème beaucoup plus général. Le problème général, c'est qu'on peut voter Yannick, on peut voter Macron, on peut voter Fillon, on peut voter Le Pen, on peut voter je ne sais pas qui bientôt. On le saura bientôt. Mais de toute façon, comme disait Yannick, période de grâce après les élections, 2 semaines, assemblée immanœuvrable. Donc tout ce qu'on se dit là, toutes les grandes théories sur le fait du renouvellement seront confrontées à ce mur qui est la non-gouvernabilité du système. Donc je pense que la question, et peut-être que le référendum est une bonne solution, mais j'aimerais bien qu'on la pose dans ces termes, et j'aimerais bien que d'ailleurs que chacun y réponde, si tu le veux bien, c'est de se dire, dans la démocratie qui réengage les gens, enfin en tout cas dans la démocratie qui recrée un socle populaire, qu'est-ce qu'on attend des citoyens entre les élections?
Et ce n'est pas seulement un problème de référendum, c'est qu'est-ce qu'on attend des citoyens? Qu'est-ce qu'on est prêt à leur proposer entre les élections? Est-ce qu'on veut juste qu'ils élivrent les bonnes personnes et qu'ils prient pour que ça marche? Ou est-ce qu'on attend quelque chose d'eux pour que ça change? Alors ça peut être des parlements citoyens, ça peut être des référendums, ça peut être des systèmes comme Make.org, il y a plein de solutions possibles. Mais si on ne répond pas à cette question et qu'on continue à penser que simplement en élisant quelqu'un tous les 5 ans et en priant, ça va finir par marcher, alors qu'il y a 50% des gens qui de toute façon bloquent tout parce qu'ils n'ont plus de lien avec l'intérêt général, on est simplement en train de se faire notre théâtre qui nous amuse, parce que c'est quand même rigolo de parler politique. Mais quand on parle politique, on parle des hommes, on ne parle pas vraiment de politique. Karine, sur ces questions de référendum, ça vous paraît envisageable de faire un référendum sur le code du travail, sur la protection sociale, sur l'avenir des retraites? Est-ce que vous en auriez peur ou bien vous avez le sentiment que c'est une bonne chose? Je vous raconte une anecdote de ma circonscription. Voilà, c'est un sujet assez consensuel. Pour le coup, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une sorte d'évidence politique collective au-delà de tous les partis et avec par ailleurs une motivation forte venant de Europe Écologie Les Verts. La question de la production d'énergie durable par le photovoltaïque. Donc nous sommes sur un petit village du Buëch où le maire porte tout seul, et c'est pas simple parce que contrairement à ce que certains pensent, quand on est élu 24 heures sur 24 dans des communes, je peux vous assurer qu'on donne du temps, de l'énergie et beaucoup de sacrifices personnels. Il tente de porter un programme de panneaux photovoltaïques sur sa commune. Au sein de sa majorité municipale, ça se passe mal. Donc il se dit, je passe au référendum. Il demande à ses concitoyens s'ils veulent faire un projet de photovoltaïque sur la commune. Réponse, non. Et là, si vous aviez fait voter n'importe quelle assemblée panachée avec toutes les couleurs politiques, la réponse aurait été à tous les coups oui. Il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas traitables par référendum. Tout simplement parce que la question qui est posée est une question d'intérêt général et que selon la façon dont le référendum est testé, la réponse devient un intérêt particulier. Je ne veux pas avoir des panneaux photovoltaïques au bout de mon chemin ou des choses comme ça. Depuis cette expérience-là, je ne suis pas évidemment hostile par principe au mécanisme de référendum. Je crois beaucoup plus au système américain où on a des élections tous les 2 ans. Parce que le système américain représentatif, c'est tous les 2 ans que ça change. Donc grosso modo, vous n'avez pas 5 ans, vous n'avez pas ce tunnel qui est trop long, dans le temps actuel, dans le temps de l'Internet, dans le temps de effectivement, la démocratie directe et participative des citoyens. Vous avez tous les 2 ans la possibilité de remettre un certain nombre de débats sur le métier. Et je pense qu'entre un certain nombre de référendums à ouvrir sur un certain nombre de thèmes, mais attention, y compris des thèmes ultra consensuels, vous n'aurez pas forcément la réponse que vous pouviez imaginer en termes d'intérêt général et d'objectifs politiques. Des référendums sur certains thèmes et sinon une accélération très forte des mécanismes de renouvellement politique. Renaud, quels pourraient être ces thèmes ? On a vu dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de France, à quel point le référendum pouvait être dangereux. On a même appelé les régimes qui s'appuyaient sur des référendums les régimes césaristes. Pourquoi ? Parce que généralement, au détour du référendum, vous avez un homme fort qui impose un régime qui étouffe les libertés. Donc on sait que c'est dangereux. Aujourd'hui, à notre époque, on voit bien qu'il y a 2 types de référendums. Il y a ceux qui sont banalisés. C'est le cas, par exemple, de la Suisse. En Suisse, il y a très souvent des référendums. Et les gens répondent vraiment à la question posée. Même si, comme Karine le dit, parfois, la question implique la réponse. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des manipulations derrière le fait de poser telle ou telle question. En France, malheureusement, lorsqu'on pose un référendum, les gens, immédiatement, ils disent oui ou non contre le pouvoir. C'est en fait la question très simple, est-ce que vous soutenez le pouvoir en place ou est-ce que vous êtes contre le pouvoir en place? Donc le référendum est complètement dénaturé. C'est un outil, il est à la disposition de la démocratie, il faut en user avec discernement. Et donc il n'y a pas de règle à imposer sur l'usage du référendum. En revanche, je crois qu'il est important de défendre le régime dit parlementaire. C'est-à-dire un régime indirect dans lequel on élit des gens qui vont nous représenter, on leur fait confiance pour une certaine durée, ça va durer 5 ans, ça va durer 6 ans, on leur fait confiance, et ils vont représenter le peuple français. C'est ce qui est écrit dans la Constitution de la Ve République.
l'Assemblée nationale représente le peuple français. Alors là, la question se pose, c'est est-ce qu'ils représentent bien le peuple français? Est-ce que nos régimes de scrutin électoraux sont capables, encore aujourd'hui, de bien représenter les Français? Est-ce qu'on peut trouver normal que dans une des deux assemblées, il y ait une grande partie des partis politiques existants qui ne soient pas représentés ou quasiment peu représentés? Est-ce qu'il n'y a pas une dose de proportionnel à introduire dans nos régimes électoraux? Moi, je pense qu'on a deux chambres, on a le Sénat et l'Assemblée nationale. L'une d'entre elles devrait être davantage une photographie de toutes les opinions qui existent dans la France, et puis l'autre devrait être davantage sur un système qui permette à la décision d'être prise. Et donc on voit bien que pour que la décision soit prise, parfois il faut une majorité. Mais nous devrions, je crois, repenser notre bicamérisme, c'est-à-dire les deux chambres qui existent aujourd'hui en France, pour que, au moins dans l'une d'entre elles, la proportionnelle puisse permettre à des sensibilités qui aujourd'hui sont laissées à la porte du Parlement, eh bien, s'exprimer à travers leurs représentants. Maintenant, je vous parlais un peu du discours politique. Est-ce que... oui, je vous en prie. Je veux bien dire un mot là-dessus. Moi, c'est vrai que le terme référendum en France, il est trop connoté. On pourrait demander c'est quoi la couleur, le fond du panneau, est-ce que c'est bleu ou est-ce que c'est jaune, et en fonction de la volonté de servir ou pas, ou de faire partir ou pas le président de la République, on voterait n'importe quoi. En même temps, il peut avoir du sens. Moi, par exemple, sur la question européenne, je pense qu'on a besoin de remettre les citoyens au cœur de la démocratie européenne. Pour moi, ça veut dire des conventions citoyennes régionales qui discutent de ce qu'est la souveraineté nationale, de ce que doit être la souveraineté européenne, et que tout ça débouche sur un processus constituant, une constitution d'évidemment moins de 10 pages, qui serait validée par un référendum européen. Tous les Européens votent le même jour sur l'Europe. Voilà, par exemple, le type de référendum qui m'intéresse. Après, je préfère parler de votation citoyenne. Effectivement, pour reprendre l'exemple un peu à la Suisse, et je pense qu'on a besoin de faire ça dans la société française, il faut désacraliser complètement ces histoires de votation, donc commencer probablement par des votations sur des sujets non pas inutiles, non pas superficiels, non pas mineurs, mais sur des sujets qui n'engagent pas l'avenir du président de la République ou du gouvernement. Mais c'est aussi la façon dont on construit le débat. Tu parlais de l'exemple que je ne connais pas sur l'énergie solaire, mais j'ai vu à quel point la façon dont sont menés les débats dans les villages sur telle installation énergétique ou pas, la façon dont des experts viennent ou ne viennent pas, la façon dont ça modifie totalement la perception. Et je crois qu'on a, moi, ce qui me fait tenir en politique et ce qui m'anime, c'est qu'il y a quand même une incroyable intelligence collective dans ce pays. C'est qu'il y a quand même un nombre incroyable de personnes qui ont envie que la société change. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, depuis une entreprise du fin fond du Limousin jusque dans les quartiers, en banlieue ici, ou dans les entreprises. Tout ça, il y a des trucs extraordinaires qui arrivent. Donc la question politique, c'est pas tant... Moi, je ne suis pas convaincu que multiplier les élections permet de résoudre les problèmes. Après, on va avoir du personnel politique qui va être en permanence en campagne. Et que je crois qu'on peut potentiellement avoir besoin du temps pour réformer. La question, c'est l'interaction avec les citoyens. Est-ce qu'il n'y a que le vote qui repermet une interaction avec les citoyens, ou au fond la construction même d'un autre régime parlementaire, y compris potentiellement avec l'idée des initiatives citoyennes qui imposent peut-être au Parlement d'étudier une question quand elle est soutenue par un nombre important de citoyens. Tout ça permet des interactions permanentes avec les citoyens qui peut-être, à mon avis, sont plus riches que la réélection tous les 2 ans. Merci Axel. J'aimerais après que vous réfléchissiez à la question du centralisme excessif de la France, son colbertisme, son jacobinisme. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'il y a toute une réorganisation à penser de façon à ce que finalement le pouvoir soit moins à Paris, dans les mains de la haute administration que vous connaissez bien, et qu'au final le pouvoir soit beaucoup plus concret, tangible, pouvoir de proximité à travers effectivement les chambres régionales, que ce soit les conseils régionaux ou les communautés de communes. Est-ce qu'il ne faut pas atténuer ce niveau de centralisme que les gens critiquent beaucoup? Alors d'abord Axel, tu voulais dire quelque chose?
Je vais répondre à 2 questions. Enfin, je voudrais juste réagir en disant que fondamentalement, le mot important, c'est le mot d'intelligence collective. Parce qu'aujourd'hui, soutenir qu'il faut un régime parlementaire, qu'on ajuste un petit peu, faire des élections tous les 2 ans, enfin, pour le moment, ça ne marche pas. Donc le sujet n'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est de constater que ça ne marche pas. Et je pense que le problème du référendum tel qu'on l'entend, c'est une question qui est posée par en haut, plus ou moins manipulée, vers le bas. Le sujet, c'est d'inverser ça. En fait, ce qui peut changer la donne, c'est que l'agenda soit un agenda ascendant et non pas un agenda descendant. Quand on parle d'un référendum d'initiative populaire, on ne parle pas d'une question qui vient du haut, on parle d'une question qui vient du bas. Et c'est ça qui crée des marges de manœuvre et qui fait changer les choses. Et je reboucle ça par rapport à ta question sur le colbertisme, la centralisation, etc. Aujourd'hui, c'est comme les grosses boîtes, toutes ces grosses boîtes qui se font ubériser parce qu'elles sont là et qu'elles voient un nouveau business model qui arrive sur le côté. Elles essayent de s'adapter, de changer. Tout ce qu'elles font de bonne foi n'est jamais à la hauteur du problème qui est en face d'eux. Elles sont bloquées. D'où viennent les marges de transformation ? Elles viennent quand elles viennent d'en bas. Aujourd'hui, ce qui peut réactiver, ce qui peut rebooter notre démocratie participative, c'est d'asseoir les décisions de nos représentants sur des sujets qui émergent du bas et non pas sur des sujets qu'ils décident en haut. Alors évidemment, émerger du bas, ça veut dire donner de la place à de l'initiative locale, mais ça veut aussi dire émerger du bas à un niveau national. Et je pense que c'est cette inversion de l'agenda qui est vraiment réopérant et non pas de redéfinir de la décentralisation par en haut, ce qui continuerait le même problème. Renaud, sur cette question de notre organisation politique. Là encore, en fait, il faudrait trouver le bon niveau pour chaque type de décision. Prenons l'exemple des États-Unis. Vous avez 3 grandes villes, vous avez New York, vous avez Boston, vous avez Washington, la capitale. Depuis à peu près 40 ans, tout le monde dit qu'il faudrait qu'il y ait un TGV qui relie ces 3 villes. Il n'y a toujours pas de TGV pour relier ces 3 villes. Pourquoi ? Parce que ce sont des États qui n'arrivent pas à bâtir des projets interétatiques. Et donc, résultat, ça n'avance pas. En France, on a réussi à bâtir un réseau de TGV parce que c'est l'État qui a pris cette décision. Si on avait demandé à la région Midi-Pyrénées et puis à la région Aquitaine de se mettre d'accord pour faire un TGV, on y serait encore. Donc parfois, il faut qu'il y ait l'État, parce qu'il nous défend tous. Voilà. Et puis, il y a d'autres circonstances, il y a d'autres sujets où c'est la commune qui est la bonne réponse. D'autres où c'est la région. Par exemple, sur la formation professionnelle, on voit bien qu'aujourd'hui, du fait du caractère très régional des bassins d'emploi, il faut décentraliser la formation professionnelle. Et puis, il faut aussi déconcentrer. Vous connaissez la différence entre déconcentration et décentralisation. Déconcentration, ça veut dire qu'un fonctionnaire de l'État qui est à Marseille, à Bordeaux, qui est à Chambéry, eh bien, il puisse lui aussi prendre des décisions, qu'il ne soit pas obligé d'attendre que ce soit à Paris que la décision se prenne. Donc là encore, essayons de réorganiser notre système administratif qui est hérité de la monarchie, qui est hérité du centralisme napoléonien, qui est un vieux machin, un truc qui a très très peu évolué. Il y a eu, avec Mitterrand, la grande vague de décentralisation, Dieu merci, il y a eu ensuite une poursuite de ce mouvement, mais il faut le pousser encore plus loin avec de la déconcentration et avec de la décentralisation. Alors pour répondre à Axel, attention de ne pas confondre Twitter, Instagram et Facebook avec la démocratie. Ce sont des outils, c'est très bien, mais ça ne va pas remplacer le régime parlementaire qui, comme disait Churchill, est le pire des régimes. C'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Churchill disait ça, personne n'a dit le contraire depuis. Donc je sais que ça ne marche pas, tu as raison, mais on ne va pas remplacer ça avec des consultations sur Internet qui n'ont pas la légitimité d'un geste qui est peut-être un vieux geste, mais qui a sauvé la démocratie pendant les 2 derniers siècles, consiste à mettre un bulletin de vote en papier dans une urne. C'est ça encore aujourd'hui la démocratie. Alors, pour abonder dans ton sens, Dieudonné, 2 millions de vues sur YouTube. Alain Soral est passé de 40 000 sur son canapé Ikea à peu près 300 400 000 vues. Est-ce qu'effectivement, les réseaux sociaux ne sont pas finalement un des grands problèmes aujourd'hui de notre système démocratique ? Ça devient le problème.
Ça devient le problème, c'est-à-dire que les mécanismes de réseaux sociaux sont gérés par sont des contrats américains, donc gérés par la Constitution américaine. Et donc la question de la régulation de la liberté de parole est dans une logique de droit américain, c'est-à-dire pas de régulation de la liberté de parole. Vous pouvez appeler au meurtre de n'importe qui sur un réseau géré par le droit américain, il ne se passe rien, ou à peu près. Si, j'ai longuement discuté en Californie avec Facebook, Twitter, etc. Effectivement, s'ils veulent vraiment ne rien faire, ils en ont le droit. Après, pour des raisons évidemment de développement commercial en Europe, ils ne vont pas s'amuser à le faire. Parce que sinon, ils vont vraiment perdre beaucoup de possibilités. Mais le droit américain est totalement libre en la matière. Vous pouvez appeler à peu près à n'importe quoi. Et la question, elle est simple. C'est quand vous avez même 500 000 personnes qui disent des choses relevant de l'appel à l'extrême droite, de l'antisémitisme, que sais-je, est-ce que 500 000 personnes, c'est à prendre en compte ou pas ? C'est ça le vrai sujet. C'est pour ça que je reviens sur la question majoritaire. Tant qu'on n'est pas passé au vote, on peut être complètement perturbé par la puissance d'une ultra-minorité très agissante et très répétitive. Et c'est ce danger-là qui, aujourd'hui, est en train de perturber les essais de démocratie directe. C'est-à-dire que tant qu'on aura des mécanismes ultra qui profiteront de ça pour tenter de changer la vision de ce qu'est la majorité exacte, on aura un problème pour tenir compte du message qui vient des mouvements citoyens. Je voudrais juste te dire sur la question de la décentralisation, je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer la situation. À Paris, j'ai conscience que la décentralisation, c'est pas forcément très concret. Mais à Gap, la plupart des décisions qui sont prises dans la vie quotidienne des gens, c'est une décision communale, départementale ou régionale. La décentralisation, elle a quand même largement eu lieu. La vie quotidienne des gens, elle est entourée de décisions qui, en fait, on peut avoir avec les décisions parisiennes. Et d'ailleurs, c'est un autre problème, c'est que du coup, quand il faut les intéresser aux décisions nationales, parfois ils nous disent, écoutez, occupez-vous d'abord des trous dans les rues, et puis après, on verra ce qui se passe au niveau national. Yannick, la démocratie directe, les réseaux sociaux, dangereux ou pas dangereux ? Écoutez, ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Bon. Je suis désolé, le numérique est un outil absolument extraordinaire, au sens premier du terme, d'horizontalisation de la société. C'est ça le sujet. Le numérique donne du pouvoir à chacune et à chacun. La seule question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir. Si les responsables politiques ne luttent pas contre les inégalités sociales, qui est, je pense, profondément au cœur des problèmes que nous avons dans nos démocraties. De toute façon, vous avez un moment une minorité qui va devenir de plus en plus grande, de plus en plus agissante, de plus en plus gueulante, et qui va imposer. En 1934, il n'y avait pas Twitter. Et pourtant, il y avait des manifs, c'était la même chose. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, évidemment, je ne dis pas que la démocratie doit être remplacée par Twitter. Je dis que si Trump a réussi, c'est parce qu'il y avait une illusion portée par Clinton de la façon dont Obama avait résolu ou pas les questions sociales aux États-Unis. On affichait un taux de chômage de 4,5. La réalité, c'est qu'une bonne partie des Américains ne s'inscrivent plus au chômage. On avait dit la pauvreté a baissé. La réalité, c'est que l'accès aux chèques alimentaires, les food stamps, avait été passé de 20 millions à 40 millions. On parlait d'une globalisation qui devait tout joindre. C'est ceux qui se sentent perdus dans ce moment-là, y compris qui sont allés sur des thèses suprémacistes. On est d'accord. Mais c'est parce que la politique n'a plus répondu à leur réalité quotidienne, à leurs difficultés. C'est parce qu'il n'y a plus de projet partagé à l'échelle nationale. Et si vous n'avez plus ça, évidemment, les citoyens s'en emparent, ils participent des pires complots et ils valident les pires thèses. Répondons, réintroduisons, réincluons les citoyens dans la démocratie. Quand on fait des conseils d'école, quand on fait des conseils de quartier, quand on donne effectivement la possibilité aux citoyens de participer à des dynamiques, ça évite les dérives.
Ça identifie les dérives et ça remet tout le monde dans le bagage. Après, quand moi je suis pour l'initiative citoyenne européenne ou française, ça ne veut pas dire qu'après le Parlement européen doit valider l'initiative citoyenne. Moi je vois au niveau européen, vous avez eu des initiatives citoyennes sur le droit à l'eau, qui a permis d'exclure des marchés publics la privatisation de l'eau. C'était une très bonne chose. Vous avez des initiatives citoyennes contre l'avortement, et ça ne veut pas dire que le Parlement européen valide ces thèses-là. Chacun joue son rôle. Mais le fait d'avoir une réponse parlementaire à un désir citoyen, qu'il soit malsain ou sain, est extrêmement important, parce que si vous ne répondez pas, y compris au désir malsain, il se renforce, il se construit dans le complot, et là, il inonde les réseaux Twitter qui sont effectivement, moi je suis comme vous, je me fais insulter 100 fois par jour sur les réseaux Twitter. C'est infernal ce système-là. Mais c'est aussi, voilà, et puis c'est l'éducation, juste pour finir sur la décentralisation. On est dans un système où en France, où l'État surplombe la société. L'État a toujours pensé dans le système français qu'il pensait mieux que la société, qu'il pensait mieux que les citoyens. Ça, aujourd'hui, c'est devenu totalement inopérant est totalement insupportable. Prenons la question de l'école, puisqu'on parle de la formation de la citoyenneté. On est sur l'idée d'égalité. On voit qu'on a une des écoles les plus inégalitaires des pays de l'OCDE. Pensons à l'équité, revenons un peu sur l'égalité du même système partout, que ce soit dans un quartier populaire ou dans le 7e arrondissement de Paris, et on commencera à faire des personnes, des citoyens, et ils arrêteront de vomir sur les réseaux. Axel ? En fait, il y a des choses abominables dans les réseaux sociaux. On est tous d'accord. On peut même dire que l'élection de Trump a été on a supprimé le débat démocratique par l'effet de Facebook qui a enfermé les gens uniquement avec des gens qu'ils connaissaient. Donc oui, il y a des choses abominables dans les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux sont manipulables. Alors, est-ce qu'ils sont plus manipulables que les médias traditionnels? Je ne sais pas, mais oui, ils sont manipulables. Puis il y a des choses très bonnes. Il y a eu le printemps arabe, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de forces, et ça fait très peur, parce qu'en fait, c'est les gens. C'est les gens un peu idiots, un peu extrêmes. En bref, c'est exactement les gens. Alors, cette puissance-là, cette puissance qui existe dans les réseaux sociaux, c'est celle qui a c'est celle qui a généré l'impuissance politique. Donc c'est assez normal que les politiciens disent « Oh là là, attention, attention, ne les écoutez pas, c'est pas la démocratie ». Évidemment que Twitter ne va pas remplacer la démocratie, je te remercie. On avait réalisé que c'était pas exactement pareil, qu'il fallait quand même voter et avoir des élus. Le problème, c'est que si c'est un argument pour dire que le système représentatif marche, on va dans le mur. Aujourd'hui, c'est pour sauver le système démocratique représentatif qu'il faut aller écouter les gens différemment. Si on ne les écoute pas maintenant, eh ben, il n'y aura plus d'élus. Donc il faut à un moment, il faut se réveiller. Ce n'est pas seulement un problème de dire que ça va remplacer. Mon système, il faut faire la différence, ce n'est pas un système de démocratie directe. Le système de démocratie directe est un système dangereux. Peut-être marche, en tout cas, moi je trouve ça assez dangereux et en tout cas on n'est pas prêt à le faire. C'est un système de réactivation de la démocratie représentative. Sauf que le métier des citoyens, c'est pas seulement de voter, c'est de s'y coller, c'est d'agir. Et le métier des élus, c'est pas seulement d'avoir des idées, mais c'est de prendre des idées qui viennent d'en bas et de s'engager à les mettre en œuvre. Et c'est à ce prix-là qu'on sauvera les élus et leur rôle représentatif. Karine ? On ne disait pas du tout que c'était quelque chose pour légitimer la démocratie représentative. On faisait l'angle littéralement inverse. Quel est le risque que la démocratie représentative soit encore plus perturbée par l'utilisation d'une minorité agissante de ces réseaux? Je vais prendre un exemple très récent et qui ne concerne pas mon camp politique. La campagne contre Juppé sur les réseaux Twitter. Sur le fait, alors je sais pas, il lui disait qu'il avait... Enfin, c'était une information concernant... Enfin, une information grossièrement fausse, par ailleurs avec une dimension clairement raciste, qui a de toute évidence, perturbé littéralement le mécanisme de démocratie représentative. Là, on est sur un exemple où, pour l'instant, que l'on le veuille ou non, à la fois, on a envie évidemment de bénéficier de cette liberté incroyable d'expression, de discussion, de débat, et en même temps, face à un événement comme ça, on dit simplement danger. Parce que le jour où on aura des informations vraiment radicalement
fausses, en l'occurrence racistes, qui viendront complètement mettre à plat l'ensemble du mécanisme de connaissance, d'information et donc de représentation, on aura un problème démocratique peut-être plus important encore que le fait de mesurer le degré de représentativité de l'élection actuellement. Renaud ? Oui, non, ce que dit Axel est très intéressant. Au fond, on a la chance, avec les nouvelles technologies, d'enrichir cette démocratie représentative qui est assez fruste, parce qu'effectivement, les gens y mettent un bulletin de vote, c'est sacré, c'est important, mais ils ne s'expriment pas de cette façon. Ils donnent oui ou non, je suis contre, je suis pour. Grâce à ces nouvelles plateformes qui existent aujourd'hui, qui sont très interactives, qui sont bottom-up plus que up-bottom, eh bien, les gens peuvent s'exprimer et ils peuvent faire des propositions. Nous, c'est un peu comme ça qu'on a construit d'ailleurs En Marche, avec énormément de propositions qui viennent des gens qui sont des citoyens français. Et ça passe par quels canaux ? D'abord des canaux directs, par exemple des gens qui se rencontrent avec des comités locaux, des gens qui vont taper à la porte, ça c'est la façon un peu traditionnelle et ancienne, mais aussi, et de plus en plus, à travers l'utilisation d'outils de communication extrêmement sophistiqués qui permettent à toute vitesse d'avoir le sentiment qu'il y a tout à coup une proposition intéressante qui a émergé alors qu'on ne l'avait pas vu venir. Donc cette force d'initiative populaire qui est utilisée aujourd'hui grâce aux plateformes, c'est un grand atout pour la démocratie moderne. Est-ce à dire que finalement les candidats à la présidentielle devraient consulter, faire de grandes consultations finalement publiques pour leur projet Mais ils le font, en fait. Ils le font. Ils le font, mais la est-ce qu'ils plupart le des font programmes qui ont été largement proposés, qu'ils le prétendent? Je pense qu'ils le font, plus ou moins, mais ils le font. Toutes les plateformes électorales aujourd'hui sont sur Internet. Vous avez des débats, des forums, des gens qui disent oui, des gens qui s'insultent aussi. C'est vrai que c'est assez brutal. Je suis d'accord avec vous, il y a parfois une espèce de violence qui s'exprime sur les réseaux sociaux, qui ne s'exprimerait pas dans une salle où il y a des gens qui sont les uns face aux autres, parce que la dimension humaine, elle compte aussi. Voilà, on est ensemble, on se respecte. Sur Internet, les gens se lâchent beaucoup plus, donc il y a plus de violence. Mais c'est quand même une façon aussi pour les candidats de confronter leur programme à la réalité, d'avoir une idée de l'opinion des gens avant même que les élections aient lieu, et donc c'est très utile. Merci, il nous reste 5 minutes. Mélenchon, Le Pen, est-ce que c'est une façon de faire de la politique autrement ou pas? Alors, Renaud, puisque tu as le micro, tu as le mic, comme on dit, vas-y. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, et malheureusement les primaires y contribuent beaucoup, c'est la course vers les extrêmes. Alors, vous avez effectivement deux extrêmes, Mélenchon et puis Le Pen. En gros, c'est la nostalgie de Fidel Castro, puis la nostalgie du général Franco. Alors, c'est vraiment des choses qui renvoient énormément au passé, qui ne sont pas tournées vers l'avenir. Mais ces deux pôles exercent une attraction sur les partis de gouvernement. On voit bien, par exemple, qu'il y a une course après les idées du Front National dans des partis qui étaient jusqu'à présent relativement modérés. On peut imaginer que la même chose se passe aussi avec le Parti socialiste, où il y aura une attraction vers l'extrême gauche. Donc moi, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'au lieu de se travailler tous ensemble pour construire le consensus central, eh bien, on est des partis qui courent de plus en plus vers les extrêmes. Et je crois que c'est le meilleur facteur de division aujourd'hui du pays, c'est ça. Karine, Mélenchon dans la coalition du second tour ou pas en 2017, si le candidat de gauche se qualifie? Les structures extrêmes en France, que ce soit celle de Mélenchon ou celle de Le Pen, sont ultra classiques. C'est vraiment les mécanismes politiques ultra banals, où vous avez des idées très claires, en l'occurrence pour le Front National, parce que c'est quand même le sujet. Et bon, Mélenchon va faire peut-être un beau score, mais le seul sujet en France aujourd'hui des extrêmes, c'est le Front National. C'est celui-là qui peut arriver au pouvoir, c'est pas l'autre. Donc le Front National, si on prend ce qu'il a proposé comme idée, c'est très simple, c'est l'étranger, c'est l'ennemi. L'étranger, il commence au bout de votre jardin. Hein. L'étranger, c'est l'ennemi. L'Europe, c'est l'ennemi. Et le système financier, c'est l'ennemi. Et avec ces trois idées très simples, ils arrivent à faire, au second tour d'une élection régionale, 48%. Donc c'est un mécanisme politique ultra classique, où à partir d'idées monstrueuses,
puisque reposant sur la xénophobie avant tout, on est en train d'agréger des gens. Eh bien, c'est sur le débat des idées que la bataille doit avoir lieu. Ce n'est certainement pas en essayant de manipuler les structures de représentation ou les mécanismes d'élection qu'on va lutter contre ça. C'est quand on aura abattu une à une les idées de ces extrêmes qu'on reprendra la main démocratique et qu'on évitera, je l'espère, que notre pays passe du mauvais côté. Yannick Jadot. Moi, je n'accepte pas qu'on mette Mélenchon et Le Pen dans la même boîte. Très clairement, je m'engueule. À chaque fois qu'on se voit avec Mélenchon, on s'engueule. On est au Parlement européen, ensemble. On s'est engueulé parce que je ne supporte pas sa complaisance avec Poutine. Aller fêter Fidel Castro, je pense que les prisonniers politiques à Cuba n'ont pas versé une larme pour la mort de Fidel Castro, et que la résistance et que le romantisme révolutionnaire doit toujours être un romantisme de la démocratie, et non pas des affiches de Che Guevara qu'on avait dans nos chambres quand on était un peu plus jeune. Mais je ne compare pas les deux. Très clairement, Mélenchon n'est pas une sorte d'extrême qui serait le miroir de Le Pen. Vraiment, je fais une grosse différence. Après, à partir du moment où, encore une fois, vous ne répondez pas aux problèmes quotidiens des Françaises et des Français, toutes les solutions de simplification du monde, de la société, toutes les remises en cause de la diversité, de la pluralité, ont un champ, un espace ouvert à tous les étages. On peut parler je veux dire, c'est y compris dans le système politique comme on a. Et je sais que Karine t'aurait aimé plus. Je veux dire, Hollande, il est élu sur quoi? Il est élu sur quelle phrase? Au Bourget. La finance, c'est mon ennemi. Quand la finance, c'est mon ennemi, et que ce quinquennat n'apparaît pas totalement avoir répondu à cette promesse, vous créez de la défiance vis-à-vis de la politique tous les jours. Quand en Suède, pays où il y a la proportionnelle, l'extrême droite est représentée. Quand l'extrême droite propose la déchéance de nationalité, tous les autres partis la refusent. Parce que c'est évidemment à l'opposé de la pensée qu'on peut avoir du progrès, en tout cas de la mienne. Quand en France, un parti inonde l'espace médiatique, et que, comme tu le dis, Renaud, trop de partis s'en inspirent parce qu'ils pensent qu'à un moment, c'est le truc pour retrouver le lien avec les citoyens, mais en leur parlant à leur tripes, en flattant leurs bas instincts, plutôt que de parler à l'intelligence. Eh bien, vous construisez de la simplification, vous construisez les boucs émissaires. C'est d'abord le renoncement des partis de gouvernement et des gouvernements successifs à lutter contre les injustices, à lutter contre les discriminations, à lutter contre la dégradation environnementale, qui sont le ferment, le terreau du populisme. Le populisme, vous l'avez vu, regardez les images de Trump chez lui. Ce n'est pas un populisme des pauvres contre les riches. Je veux dire, c'est tellement ostentatoire, les photos de son appartement, que ce n'est pas une rébellion contre la richesse. C'est une rébellion contre l'impuissance de la politique. Et c'est plus gravement une rébellion contre la diversité et la pluralité de la société. Donc répondons aux problèmes des Français, ayons un projet partagé, projetons-les sur le monde, projetons-les sur l'avenir, et tous les populismes retrouveront leur portion congrue qui existe toujours dans la société, mais qui doit être absolument minoritaire. Axel ? Alors, je suis d'accord, mais je vais peut-être vous choquer. Moi, je pense que la force des extrêmes, c'est une force d'idées simples, extrêmes et je dirais avec des boucs émissaires. Mais pour moi, le fait majeur, c'est que je pense que comme le problème de déconnexion des élus avec les citoyens, c'est l'impuissance politique, les extrêmes ont la faculté de théâtraliser leur puissance politique. C'est-à-dire qu'eux disent « nous, on va tout changer », et bien qu'on le veuille ou non, pour le peuple, ils sont plus crédibles que tous les autres. Et si on veut répondre à ça, oui, il faut se battre sur les idées, parce que sans les idées, il n'y a rien. Mais si on veut se battre à ça, il faut qu'on arrive à proposer des modes de transformation. Pas simplement dire j'ai des idées et comme je serai élu, je vais les mettre en œuvre. Il faut dire mais comment est-ce que moi, je vais réussir avec un Parlement complètement décimé, avec une période de grâce qui n'existe pas, comment moi je vais réussir à rassembler, comment moi je vais réussir à emmener le pays.
Et là, aujourd'hui, c'est absolument absent de tous les discours politiques. Au mieux, les discours sont sur les idées. Personne n'aborde le vrai sujet. C'est comment je reconnecte la puissance politique avec les citoyens après les élections. Est-ce que vous trouvez, merci, est-ce que vous trouvez que finalement la politique est aujourd'hui trop marquée par l'émotion, donc par une espèce de photographie de très court terme qui influe sur évidemment les comportements électoraux, comme l'a illustré la montée en puissance très soudaine de François Fillon dans cette primaire? Est-ce que l'émotion n'a pas pris trop de place? Je ne crois pas que les gens aient voté pour François Fillon par émotion. Ils ont bien calculé la trajectoire de la balle qu'ils envoyaient dans deux directions, celle de Sarkozy et celle de Juppé. Ils ont voulu démolir deux personnages centraux de la vie politique, en tout cas de la droite française, des 30 dernières années. L'un qui incarnait le chiraquisme et l'autre qui incarnait l'anti-chiraquisme. Ils ont voulu démolir deux statuts. Donc ils ont pris le premier marteau-piqueur venu, il s'appelait François Fillon, ils ont démoli les statuts. Donc ils ont réfléchi. Ce n'est pas de l'émotion, c'était calculé de la même façon que le Brexit, ce n'est pas de l'émotion. Ce sont des gens qui, par colère, par frustration, parce que ça fait très longtemps qu'ils ont l'impression que le pouvoir politique est impuissant, n'arrive plus à apporter des réponses, eh bien ils ont appuyé sur le bouton en conscience. Ils ont bien réfléchi avant. Donc ça renvoie au rationnel, ça ne renvoie pas à l'irrationnel. Ça renvoie au fait que dans des sociétés développées comme les nôtres, les gens ont un niveau d'éducation élevé, qui réfléchissent. En plus, en France, on adore la politique. Le café du commerce, ça fait partie des grands sports nationaux. Donc les gens débattent, ils échangent au sein des familles, au sein des entreprises. Et ça donne une réaction qui aujourd'hui correspond à l'impuissance du politique. Tant que le politique ne sera pas capable d'apporter des résultats et non pas des programmes, et il y a un fossé aujourd'hui entre les programmes et les résultats, eh bien, il y aura ces réactions qui paraissent effectivement dictées par la colère, mais qui sont en réalité très calculées. Karine, sur cette part entre l'irrationalité et la rationalité dans le comportement électoral? J'ai toujours vu des électeurs intelligents. Depuis que je fais de la politique, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours vu des électeurs intelligents. J'ai toujours vu des gens répondre à la question qu'on leur posait, quel que soit le contexte. Il y a eu un cas, ce qui vient d'être dit est très juste sur le choix de la primaire de la droite, mais il y a un cas très connu, c'est le traité constitutionnel européen. Tout le système politique était en faveur de l'adoption du traité constitutionnel européen. Tout le système médiatique était en faveur du traité constitutionnel européen. Référendum. Les électeurs ont répondu non parce que voilà, ils n'étaient pas d'accord, etc., etc. Donc l'électeur, avec son bulletin de vote, il répond intelligemment à la question qu'on lui pose. Après, la question que vous soulevez, c'est celle de l'information dont il dispose au moment où il prend sa décision. Alors là, c'est très difficile de mesurer jusqu'à quel point cette information est objective ou pas. On connaît tous des emballements médiatiques sur certains faits divers ou des choses comme ça qui peut-être ont faussé la façon de percevoir l'information. Mais la décision de vote, elle est systématiquement, et j'en suis absolument convaincue depuis toujours, à la fois rationnelle, idéologique, c'est-à-dire que les gens sont dans des camps politiques pour des idées, pour défendre des positions, pour défendre certains intérêts collectifs ou individuels. Et c'est sur cette base-là que le vote a lieu, et c'est sur la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous voulez pour tel poste, telle action, etc. Et je pense que quand on accepte ce jeu-là, on est, je le crois, beaucoup plus prudent sur la façon dont on tente de mener des opérations émotionnelles de dernière minute. Alors, très rapidement, Axel, est-ce que Make.org peut apporter ce surcroît de clarté et d'information qui manque parfois aux citoyens pour... Aujourd'hui, on a 150 000 personnes par mois qui proposent des choses sur Make.org sur tous les grands sujets de société. Un peu de pub quand même, ça fait... Du sondage, du chômage, du problème de l'honnêteté des élus, du problème de réinventer l'école primaire. Les contributions vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Elles sont toutes construites. Et à part certaines, elles sont majoritairement toutes très intelligentes. Moi, je crois à cette intelligence collective. Ce qui n'est pas vrai sur Facebook et Twitter, où on est un peu on se fait chevalier blanc et là on part en vrille. Mais quand on demande aux gens c'est quoi vos solutions pour réduire le chômage, ce qui sort est vraiment positif. Je crois en fait qu'il y a la place pour un agenda citoyen qui émerge et qui va venir équilibrer deux autres agendas qui un petit peu sont ceux qu'on évoque depuis tout à l'heure. L'agenda électoral, l'agenda politique,
qui fait sortir des sujets qui n'ont absolument rien à y faire, et l'agenda médiatique qui surpondère l'émotion. Et ben, l'agenda citoyen, c'est une bonne balance entre les deux. Yannick Jadot pour une première conclusion. Je passerai après la parole à Gilles pour la conclusion générale. Je m'excuse auprès de la salle de ne pas avoir pu laisser place aux questions, mais malheureusement, le débat a commencé un peu tardivement. Yannick. L'émotion, c'est au cœur de l'humanité, l'émotion. Je veux dire, vouloir nier l'émotion dans notre fonctionnement, ça serait une erreur catastrophique. Ça serait de vouloir nous transformer en des êtres ultra rationnels, ultra froids. Évidemment qu'on a besoin d'émotion. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette émotion? On peut, face à des migrants ou des survivants d'Alep, l'émotion, ça peut être de se dire, on les accueille et on se débrouille pour être en capacité de les accueillir. Ça peut être une autre émotion, ça peut être de dire qui crève et qui se noie dans la mer. Ça, c'est deux utilisations totalement différentes de l'émotion. Et le propre de la démocratie, c'est à travers l'éducation de faire que les enfants deviennent des adultes conscients, capables de faire la différence entre une émotion malsaine, une émotion saine, entre un complot et un raisonnement, et d'en faire des citoyennes et des citoyens intelligents, aptes justement à la fois à élire, donc à déléguer, mais à être dans un système réformé, en capacité permanente à interagir avec les élus pour que notre démocratie soit riche de notre intelligence collective. Gilles Taillet, vice-président du CRIF, pour la synthèse en quelques mots. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Vous avez montré qu'on pouvait faire un débat entre personnalités différentes, avec différentes opinions, et de les défendre d'une manière forte et intelligente. Et plutôt que de faire une conclusion sur ce que vous avez dit, j'aimerais, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, puisque nous sommes ici dans le cadre de la convention du CRIF, faire en sorte de profiter du fait d'avoir des personnes intelligentes d'une nouvelle génération qui sont inspirées par peut-être une politique nouvelle, une autre manière d'être politique, peut-être prendre certains éléments, vous dire qu'effectivement le peuple est intelligent, il a un bulletin de vote, il peut s'exprimer, et peut-être qu'il demande aussi à des hommes politiques d'être courageux, et il demande aussi à des hommes politiques pour reprendre un mot qui est très à la mode aujourd'hui, d'essayer de prendre des décisions sans avoir besoin de faire des amalgames. Et je parle ici pour une communauté juive pour laquelle, à chaque fois qu'on aborde certains problèmes qui sont aujourd'hui des problèmes importants de la société française et de son avenir, on ne soit pas obligé de comparer avec une communauté juive qui est citoyenne et qui n'a jusqu'à présent jamais raté ni été prise à mal du fait de sa citoyenneté. Donc j'aimerais que vous soyez nos ambassadeurs auprès des hommes politiques et des femmes politiques que vous représentez, pour leur dire que lorsqu'on parle de l'intégration, on n'a pas besoin de parler des Juifs. Lorsqu'on parle de citoyenneté, on n'a pas besoin de parler des Juifs, parce que les Juifs sont citoyens. Lorsqu'on parle de tradition religieuse, les Juifs n'ont jamais rien revendiqué. Ils sont inscrits dans la société française d'une manière tout à fait citoyenne. Ayez ce courage, parce que nous, ici, nous sommes effectivement des électeurs, et je pense, comme le reste des Français, des électeurs intelligents qui ont besoin de personnalités politiques courageuses et intelligentes.